Un salaire, c'est une charge d'entreprise aussi. Donc finalement, ça va baisser ton résultat et donc baisser ton IS. Donc c'est un calcul à faire, mais c'est évidemment un avantage. Et ça te permet de défiscaliser quand toi, tu as l'argent en perso. Puisque le salaire, il est imposé à l'impôt sur le revenu, au niveau de ton foyer fiscal, et tu peux mettre en place des investissements qui vont réduire cet impôt-là. Cela fait maintenant 2 ans que chaque semaine sur Just Focus, vous écoutez des investisseurs. Que ce soit des particuliers ou des gérants de fonds, ils partagent leur vision, leur stratégie, leurs engagements, avec toujours autant de passion. Mais après avoir abordé autant de thématiques autour de l'investissement, je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de mettre de l'ordre dans tout cela. J'ai donc fait appel à Étienne de Saint-Germain pour répondre de manière très concrète aux grandes questions patrimoniales que se posent beaucoup d'investisseurs. Étienne est Family Officer chez Sapiens, le Family Office nouvelle génération qui construit pour ses investisseurs une véritable roadmap patrimoniale. En appliquant la méthode Sapiens à votre situation et à vos objectifs, ils définissent la meilleure allocation pour vous et ils la mettent en œuvre. Étienne connaît donc sur le bout des doigts tous les rouages des stratégies patrimoniales, même les plus complexes. Holding, enveloppe fiscale, crédit, apport cession. Promis, grâce à lui, vous aurez les idées beaucoup plus claires dans quelques minutes. Alors je lui laisse le micro en toute confiance. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Étienne de Saint-Germain qui travaille pour Sapiens, le Family Office nouvelle génération et qui vient nous apporter ses éclairages sur différentes thématiques périphériques autour de l'investissement qui nous aide notamment à mieux structurer notre patrimoine. Merci d'être là aujourd'hui Étienne. Salut Aurore, avec plaisir. Aujourd'hui on va parler d'un thème que j'adore, la rémunération du dirigeant. Je trouve ça passionnant parce qu'il y a énormément de choses à raconter là-dessus. Et pour commencer, peut-être que je peux te demander, il y a les dirigeants salariés et les dirigeants non salariés. Comment est-ce qu'on choisit entre l'un et l'autre ? C'est un sujet éminemment complexe, la rémunération. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on se pose souvent la question de se dire comment est-ce que je vais faire pour structurer ma rémunération de manière à ce que fiscalement j'optimise le tout, je paye le moins de charges, sans oublier le fait aussi que plus tard j'ai quand même une retraite à financer. On a souvent l'idée préconçue de base qui est de dire si je sors du dividende par rapport au salaire, ce sera moins taxé. Et en fait, on va voir que c'est pas forcément vrai. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'en fait, on a 2 grandes catégories aujourd'hui de dirigeants au regard de la rémunération. On va avoir les travailleurs non salariés, TNS, et les dirigeants salariés. Et en fait, en fonction de la structure juridique de notre société, SARL, SAS, qui sont les plus communes, on va être dans l'une ou l'autre de ces situations. Donc, pour rentrer un peu dans les détails, le travailleur non salarié, c'est essentiellement des gérants majoritaires de SARL ou des entrepreneurs individuels. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est qu'on aura des charges sociales qui seront moins élevées contre en fait, les salariés, dirigeants salariés. Donc pour l'entreprise, le coût de la rémunération est moins fort. Donc il y a un premier degré d'optimisation. On a un deuxième point, c'est que on a plus de flexibilité aussi pour ajuster sa rémunération. Et on peut déduire certains éléments du résultat de l'entreprise qui vont attrayer aussi à notre rémunération, comme tout ce qui va être plan d'épargne retraite, qu'on appelait à l'époque les Madelins, qui permettent de se constituer une retraite pour plus tard, tout en faisant supporter cette charge de cotisation à la société. Voilà. Les inconvénients, en revanche, c'est que on va avoir un peu moins de protection sociale, puisqu'on cotise moins. Donc c'est logique, et on n'a pas d'assurance chômage. Voilà, donc ça c'est la première forme en fait de salariat entre guillemets, même si on s'appelle non salarié, donc les TNS. D'accord, donc ça c'est rémunération option numéro 1, exactement. Mais qui dépend avant tout du statut juridique de l'entreprise. Et donc dans la deuxième catégorie, tu as plutôt les dirigeants qui sont salariés. C'est pour quel type de société, d'entité juridique ? Alors c'est pour les gérants minoritaires de SARL. D'accord, c'était majoritaire tout à l'heure, ok. Ouais, exactement. Ou alors ceux qui sont présidents de SAS, ou SASU, mais c'est la même chose. À ce moment-là, effectivement, tu vas avoir un système qui est beaucoup plus proche des salariés classiques. Hein. Tu vas avoir alors une charge au niveau de la société qui va être plus importante, forcément, puisque tu vas avoir des cotisations plus élevées.
Mais en contrepartie, comme tu cotises plus, toujours la même logique, tu te protèges davantage. Donc tu cotiseras davantage pour ta retraite, en principe, sans avoir besoin d'avoir un régime complémentaire. Et tu vas cotiser davantage aussi pour ta santé ou ta prévoyance. Voilà. Donc, alors c'est peut-être le plus simple, mais c'est ce qui coûte le plus à l'entreprise. Mais pour reprendre un peu de hauteur en fait, sur ces deux modes de rémunération du dirigeant, le plus simple, c'est vraiment de se dire qu'il y aura une forme qui correspondra globalement à sa situation, même si on se rend compte que dans la plupart des cas, le régime TNS est quand même plus avantageux, parce que ça va permettre de maximiser son revenu sur le court terme. On paye moins de charges, donc on peut se verser davantage de revenus. Mais voilà, certaines personnes se disent, en fait, moi je vais mettre l'accent sur la protection sociale, la retraite, les cotisations. Je sais qu'à court terme, j'aurai moins, mais peut-être qu'à long terme, j'aurai davantage. Et donc nous, quand on fait en fait cet exercice avec les clients de choisir finalement ce qui va être le plus intéressant pour eux, on a toujours tout un tas de simulations qui vont nous dire à la fin, en fait, le plus simple, c'est d'être sur ce régime-là. Vous aurez tant à l'instant T, et en cotisation retraite, ça vous fera tant plus tard. Voilà. Donc ça, c'était la question du salaire. Il y a la question évidemment des dividendes aussi. C'est quoi le mix parfait ? Il y a des formes juridiques de sociétés qui ne permettent pas de se verser du dividende. Okay. D'autres le permettent. Et effectivement, quand on est dans une structure juridique comme une SAS, par exemple, où on peut se verser du dividende, on va se poser la question aussi de se dire, finalement, oui, j'ai un régime qui me permet de me verser un salaire, avec ses avantages et ses inconvénients, mais pourquoi est-ce que je ne compléterais pas avec du dividende à côté ? Le dividende, il peut avoir plusieurs avantages. Il peut se permettre en fait de se verser un salaire qui est quand même relativement important parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Il y a juste de l'impôt. Donc ça permet de faire sortir de l'argent de sa boîte de la manière la plus simple possible, en passant évidemment par la case fiscalité, mais on ne paye pas de cotisation contrairement à un salaire. Il ne permet pas de défiscaliser par contre en perso, c'est-à-dire que en gros, quand tu te verses un salaire, eh bien tu as de l'impôt sur le revenu à payer sur ce salaire-là, qui a le fonctionnement qu'on lui connaît en France, sur un principe de tranche. Et tu peux jouer en fait sur cet impôt-là avec des véhicules qui te permettent de réduire cet impôt-là, ou des investissements. Tu peux faire du plan d'épargne retraite en perso, par exemple. Tu peux faire des investissements, même si nous on n'en est pas très fan chez Sapiens, dans des véhicules de défiscalisation. Si toi tu as du dividende, à l'inverse, ça c'est pas défiscalisable. Donc tu peux moins jouer sur ce levier-là. Finalement, le dividende, il ne t'augmente pas ton revenu imposable au niveau de ton foyer, mais il ne te permet pas de défiscaliser. Entre salaire et dividende, qu'est-ce qui est le meilleur mix ? Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le salaire va être soumis à des charges que tu vas payer avec ta société. Donc, ça sécurise tes droits sociaux, comme on l'a dit au-dessus. Tu peux plus cotiser pour ta retraite, ta prévoyance, ta santé, etc. Un salaire, c'est une charge d'entreprise aussi. Donc, finalement, ça va baisser ton résultat et donc baisser ton IS. Donc c'est un calcul à faire, mais c'est évidemment un avantage. Et ça te permet de défiscaliser quand toi tu as l'argent en perso. Puisque le salaire il est imposé à l'impôt sur le revenu, au niveau de ton foyer fiscal, et tu peux mettre en place des investissements qui vont réduire cet impôt-là. Le dividende, c'est un mécanisme qui est différent parce que c'est juste une affectation du résultat de la boîte. Tu as déjà payé de l'IS sur ton résultat, ça arrive en trésorerie à la fin et tu te dis, voilà, ce résultat, comment est-ce que je l'affecte ? Est-ce que je me le distribue sous forme de dividende ou est-ce que je le mets en réserve ? Est-ce que je le laisse dans la boîte ? Est-ce que je l'investis ? Donc c'est pas une charge déductible pour la société. C'est imposé à la flat tax pour le salarié, enfin pas pour le salarié, mais pour l'entrepreneur qui se verse du dividende. Donc en principe, la fiscalité est moins élevée que l'impôt sur le revenu, mais tu n'as pas de cotisation. Donc finalement, tu récupères de l'argent one shot, mais tu n'as pas cotisé, donc tu as un peu moins de protection sociale. Et donc finalement, il n'y a pas une forme de rémunération qui est plus intéressante qu'une autre. En général, si la structure de ta boîte le permet et te permet d'avoir les deux, on va plutôt essayer de trouver le meilleur mix entre les deux. Combien est-ce que je me verse de salaire ? En général, on va essayer de calculer un minimum pour avoir un minimum de cotisation et ne pas faire exploser son IR, son impôt sur le revenu à titre perso, éventuellement calculer une petite défisque à ce niveau-là, et compléter par des dividendes. Voilà. Et après, ça c'est sur le rythme de croisière, mais évidemment, si à un moment donné, tu as besoin de te sortir beaucoup plus de dividendes parce que tu as eu un gros résultat et que tu as un gros projet à faire en perso, c'est une flexibilité qui est hyper intéressante et que tu peux faire. Et après,
plus, il me semble que tes dividendes, tu peux les verser sur une holding éventuellement. Je sais pas si c'est un mécanisme que... Alors en fait, tu peux effectivement, si ta société opérationnelle est détenue dans une holding, ce que tu peux faire, c'est remonter des dividendes de ta société opérationnelle vers ta holding. Ça, c'est un flux qui est possible de faire avec un frottement fiscal très faible, puisque tu as un régime qui s'appelle le régime mère-fille et qui te permet, en gros, d'avoir 95% d'exonération sur la remontée de cet argent-là de ta structure opérationnelle vers ta holding. Okay. Donc, tu as une assiette de taxation de 5% sur lequel tu payes de l'impôt, mais c'est très faible. Donc, c'est quasiment gratuit. Et une fois que l'argent est dans ta holding, à ce moment-là, tu fais ce que tu veux. En général, les gens, ils font ça pour pouvoir investir cet argent-là, remonter les flux de toutes les sociétés opérationnelles dans une seule structure qui est la holding, réaliser des investissements, ou alors, pourquoi pas, effectivement, se payer au niveau de la société holding. Et en plus, derrière ta holding, tu as aussi avantage à l'avoir structurée en amont, au-delà de la rémunération, pour plus des sujets de transmission. Oui, alors après, c'est effectivement le sujet holding qui est un peu en dehors du cas de la rémunération de manière générale, mais ça vaut le coup sur plein de points d'avoir une holding. Tu peux effectivement l'utiliser pour la transmission à tes enfants. Recentraliser tout ton patrimoine financier dans une seule structure, ça permet d'harmoniser les flux, ça permet d'être beaucoup plus efficace dans l'organisation globale en fait, de ton patrimoine financier. Et d'un point de vue rémunération, c'est vrai que c'est pas mal aussi parce que si toi tu es actif, on va dire, dans plusieurs sociétés, on va dire tu es chef d'entreprise dans ta société opérationnelle classique, mais tu as aussi une activité de conseil en parallèle. Et puis tu es aussi gérant d'une société civile immobilière. Tout ça détenu dans ta société holding. En fait, tu vas pouvoir faire remonter les dividendes de tes sociétés dans ta holding de manière à ce que tu sois payé au regard du temps que tu as passé dans chacune de ces structures-là et finalement de te payer en une seule fois avec la holding. Il y a d'autres supports, d'autres moyens de se rémunérer quand tu es dirigeant, ou là on a fait le tour à ton sens? Alors, sur la rémunération en direct, oui. Par contre, il y a d'autres mécanismes que tu peux mettre en place dans ta société qui vont participer à l'optimisation de ta rémunération. Le premier, c'est le plan d'épargne entreprise. En fait, on appelle plutôt ça l'épargne salariale. Oui, d'accord. L'épargne salariale, c'est un dispositif qui te permet de mettre en place, à condition que tu aies des salariés dans ta boîte. Si tu es gérant tout seul, tu peux pas le faire. Important, ouais, donc tout ce qui est entreprise individuelle, c'est mort pour le coup. C'est ça, exactement. Mais si par exemple, tu es chef d'entreprise et que tu embauches aussi ton conjoint, par exemple, comme c'est très souvent le cas, pour des tâches administratives ou autres, à ce moment-là, tu peux le faire. Parfait. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir du coup mettre en place dans ce cadre de l'épargne salariale un plan d'épargne retraite ou un plan d'épargne entreprise. Alors aujourd'hui, c'est assez harmonisé, mais globalement, c'est ça. Et tu vas pouvoir abonder ces véhicules d'épargne avec la société. Ça, c'est quelque chose qui est très peu fiscalisé en termes de cotisation sociale. Donc, par rapport à une rémunération classique, c'est hyper intéressant pour une entreprise en fait, d'abonder le plan d'épargne des salariés. Et les salariés vont pouvoir débloquer ensuite cet argent-là avec aussi un avantage fiscal à leur niveau, soit tous les 5 ans, si on est dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise, soit à la retraite, si on est dans le cadre d'un plan d'épargne retraite entreprise. D'accord. Donc c'est une manière pour le dirigeant de dire, en fait, avec ma société, je verse de l'argent sur un plan d'épargne, ça me coûte très peu en charge, et en tant que salarié, je récupère cet argent, moyennant un blocage quand même au départ, avec très peu de fiscalité. Donc c'est hyper intéressant. Après, la contrainte, c'est que on ne peut pas mettre autant d'argent qu'on veut sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite entreprise. En fait, on est soumis à des plafonds et il y a plein de mécanismes, l'intéressement, la participation, l'abondement. Tout ça, c'est des calculs à faire en fonction de son entreprise, en fonction de son chiffre d'affaires, en fonction de son résultat net. Il n'y a pas une bonne manière de faire, mais à partir du moment où vous avez dans votre société au moins un salarié, on peut affirmer que dans la quasi-totalité des cas, c'est intéressant de l'étudier. Et c'est qui le professionnel qui peut t'aider à déterminer justement les plafonds, les abattements, tous les éléments que tu peux mettre en place écoute, tu peux, si tu es très autodidacte, autonome, te débrouiller sur Internet parce qu'il doit y avoir quelques éléments qui te permettent de faire tes calculs. La réalité, c'est qu'en fait, les plafonds, ils changent tous les ans.
Bah oui, c'est ça. C'est hyper complexe. Donc le mieux, c'est d'aller voir un professionnel, soit directement une société qui gère l'épargne salariale, parce que pas bête, ils ont mis en place aussi un petit accompagnement qui permet aux chefs d'entreprise de faire les calculs. L'inconvénient, c'est qu'après, t'as pas trop le choix d'investir avec eux, et c'est peut-être pas ceux qui te proposent la meilleure qualité sur le plan d'investissement en tant que tel, d'un point de vue financier. Donc le plus simple, c'est d'avoir recours en fait à un conseil indépendant en gestion de patrimoine, comme un family office comme Sapiens. Qui te connaissent bien aussi, qui connaissent la situation de ta boîte, et ensemble en fait on fait tous les calculs qui nous permettent de déterminer avec précision combien est-ce qu'on va verser au niveau de la société chaque année dans ces véhicules-là, et quand on a versé, sur quoi on les investit. Dernier point que je voulais voir avec toi, les avantages en nature. Alors c'est vrai qu'il y a souvent, on entend beaucoup c'est assez courant d'entendre des dirigeants qui vont chercher à optimiser notamment la fiscalité et sur la rémunération en ayant d'autres frais qui vont faire passer sur le compte de la boîte. Comment est-ce que c'est mesuré ça? Comment est-ce que c'est encadré? Il y a quoi à faire attention peut-être? Alors oui, il faut faire attention, puisque en principe tu peux déduire les frais que tu payes dans le cadre de ton activité. Donc si tu as une société opérationnelle, en fonction du type de métier que tu exerces, y a pas mal de charges ou de frais que tu vas pouvoir déduire comptablement, comme l'utilisation d'une voiture par exemple de fonction, avec tous les frais qui y sont associés. Si tu as l'occasion de rencontrer des clients, peut-être que les frais de restaurant, etc., tu peux les déduire. C'est assez commun en général, nous on voit dans les chefs d'entreprise qu'on accompagne, d'être assez généreux, on va dire, dans les dépenses que tu déduis. La réalité, c'est qu'il faut faire quand même attention à ce que ce soit justifié par un exercice quand même professionnel. Donc tu peux pas tout déduire de tes sociétés. Il faut faire quand même vraiment attention. Et voilà, donc oui, c'est un avantage que tu peux avoir en tant que chef d'entreprise, mais attention à ne pas trop attirer l'œil de Moscou. Parfait. Et sur cette belle parole, effectivement, attention au redressement fiscal sur les sujets des avantages en nature. Merci beaucoup, Étienne, pour ces éclairages, et puis à très vite. Et voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, le Family Office nouvelle génération, qui a rendu possible sa réalisation. Si vous voulez faire le point sur votre situation patrimoniale ou découvrir la sélection d'investissements exclusive de Sapiens, rendez-vous sur sapiens.com. Vous pourrez parcourir leur offre, mais aussi prendre rendez-vous avec un family officer pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. C'est ultra simple et ça change vraiment la donne pour nous. Partagez largement cet épisode autour de vous, laissez un commentaire 5 étoiles et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.